me dit-on, pas de police municipale armée, comme à Nantes d'ailleurs, et M. Bayard veut y loger les sans-papiers. Mais ça, c'est un vrai problème, parce que les villes vont être pilotées par ce type de personnalité. Ceux qui ont parfois de la qualité, qui ont réussi, notamment dans le monde des affaires, ils viendront plus faire de la politique, pour plein de raisons. D'abord, il n'y a que des coups à prendre, et puis c'est vrai que j'ai souvent cité Alexandre Bompard, qui pourrait être un homme politique aujourd'hui important, il préfère être chez Carrefour et gagner ce qu'il gagne plutôt qu'être maire ou député et ne pas avoir... Parce que ça pèse aussi, forcément, l'argent. Donc le grand risque, c'est d'être piloté par des gens qui sont pas très bons, en fait. Et personne ne le dit comme ça. Qui sont pas très malins, mais qui ont beaucoup de rancœur, beaucoup de ressentiments, beaucoup d'aigreur, et qui vont peut-être vouloir appauvrir tout le monde. C'est un risque. Alors on va pas citer de nom, mais quand je les rencontre, parfois, je me dis, tiens, c'est pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. On a le droit. Voilà. Pas très malin, on a le droit. Si on cite personne. Ah oui. Si on cite personne. Mais c'est vrai que je suis pas frappé par l'intelligence des discours que j'entends. Puis il y a quelqu'un qui me disait, Haro-Villepin, même combat. Bon, c'est vrai. Exact. Haro-Villepin, même combat. C'est du mélenchonisme de droite. Oui. Avec l'antisémitisme dedans aussi, quand même. Moi, je peux en parler, je l'ai subi, personnellement, de la part de Villepin. C'est-à-dire ? Villepin m'a dit un jour, alors qu'il venait d'être nommé secrétaire général de l'Élysée, alors je vais donner un scoop ce matin, j'avais travaillé, moi, comme conseiller diplomatique de Jacques Chirac pendant 7 ans, jour et nuit, pour aller à l'Élysée en 1995. Le lendemain de la victoire, je vais à l'Élysée. Villepin est secrétaire général de l'Élysée, donc c'est un bureau qui jouxte celui du président. Et je dis, où est mon bureau ? Toutes les chancelleries parisiennes pensaient que j'allais être en charge des affaires internationales de Chirac. C'est ce que j'avais fait avant. Et il me dit, t'as pas de bureau. Ah bon ? Je veux voir le président. Le président veut pas te voir. Et après, je lui dis, bon, et on fait quoi ? Il me dit, tu penses quand même pas qu'avec le nom que tu as, tu peux être ministre des Affaires étrangères de la France ? Mais non. Mais si. Mais si. Voilà, tout est dit. Bon, Alors vous comprenez, entre Villepin et moi, il vous répondra. Mais au-delà de Villepin, moi, pardonnez-moi, quand on raconte ça, c'est aussi la faute de Chirac. Pardonnez-moi. Oui. C'est aussi la faute du patron. Parce que c'est toujours facile. Mais le patron, il doit aussi... C'est à lui. Moi, les responsabilités, c'est le patron. Oui, mais enfin, l'anecdote est tellement énorme. Mais ça, c'est... Bon, alors j'imagine qu'il vous démentira. C'est la première fois que vous le dites ? Oui, publiquement, oui. Bon, revenons... Parce que, je vais vous dire, Pascal, les choses sont en train de devenir graves, quoi. J'en ai marre d'entendre mort aux Juifs dans les rues de Paris, j'en ai marre de cet antisémitisme banalisé, récupéré par des partis d'extrême gauche, et maintenant repris par des gens soi-disant très bien, comme M. Villepin ou ses amis. C'est insupportable. Voilà. Et j'ai tellement d'amis, moi, qui sont des gens de grande qualité dans ce pays, qui ont peur de l'avenir pour leurs enfants. Donc je vais le dire, voilà, je le dis. C'est inacceptable. Vous l'avez dit. Je pense qu'il vous répondra. D'ailleurs, s'il souhaite venir demain matin sur ce plateau... Il peut me répondre, oui, ça, c'est une parole contre parole. Il devrait être invité dans les médias normalement cette semaine, je pense. Il devrait être... il est invité quasiment tous les jours. Donc. Non, mais il est invité tous les jours, mais il devrait venir sur ce... Mais il est invité, évidemment, il prêche la bonne parole. Il dit ce que les médias veulent entendre. Mais qu'il aille à la présidentielle, Villepin. Qu'il y aille. Qu'il y aille. Mais je vous assure, il est suffisamment intelligent pour ne pas y aller. Il n'avait pas eu les 500 signatures déjà. Mais il est suffisamment, je le répète, intelligent pour ne pas y aller. Il pèse rien. Eh bien, il faut dans répéter l'opinion. ce que dit. C'est aussi bête que ça. Alors en revanche, quand il va à Sciences Po, etc., il a des gens qui applaudissent. Mais c'est une partie de l'opinion, cette opinion étudiante, etc. C'est une partie. Mais ce que dit Pierre est quand même, excusez-moi, donc il faut le dire et le redire, c'est donc l'antisémitisme en costard-cravate. Voilà. Hélas. Bon, on revient à l'Iran, et parce que nous avons bifurqué, mais c'est aussi le charme de notre émission, sans doute. On va écouter le ministre. Alors, le ministre
des relations étrangères ou ministre de la Défense iranien. On va écouter. Donc les uns et les autres ne comprennent pas la différence entre les ministres, peut-être le président iranien et puis le guide suprême. Tout ça, il faut que vous nous expliquiez peut-être. Écoutez ce qu'il dit, ce ministre, il est interrogé d'ailleurs par NBC News et il dit que le peuple iranien doit décider de son sort. Nous ripostons. Nous n'avons pas déclenché cette guerre. Ce sont les Américains qui ont déclenché cette guerre contre nous en nous attaquant et nous nous défendons. Il est évident que nos missiles ne peuvent pas atteindre le sol américain. Ce que nous pouvons faire, c'est attaquer les bases et les installations américaines autour de nous, qui sont malheureusement sur le sol de nos pays voisins. Le ministre des Affaires étrangères en Iran, ça pèse quoi ? Pas grand-chose. Vous savez, c'est un système qui est un peu copié sur ce que les Chinois ou les Soviétiques ont fait à l'époque. C'est-à-dire que vous avez une façade théoriquement élue, le Parlement et le président, qui nomme un gouvernement. Puis derrière, vous avez le mur du système théocratique, avec tout en haut le guide, et ensuite les différents comités, groupes d'experts et autres, qui contrôlent le travail gouvernemental, qui sont des commissaires politiques, si vous voulez. Il y a même un comité qui est chargé de réécrire les lois votées par le Parlement quand les lois sont jugées contraires ou limites par rapport à la loi islamique. Donc vous avez un deuxième Parlement qui contrôle le premier Parlement. D'accord. Donc le ministre des Affaires étrangères, il était avec NBC News, par exemple. Lui, il parle. Mais avec mon voisin, on voulait attirer votre attention sur les images qu'on a vues tout à l'heure pendant le journal, où on voit, je crois que c'est le fils Khamenei, avec 3 drapeaux derrière lui. Alors, on peut revoir peut-être cette image ? C'est très intéressant. Alors, on va revoir cette image. Je le demande effectivement à Marine Lançon de montrer les 3 images, et je le dis pour nos amis d'Europe 1, puisque c'est toujours plus difficile de voir des drapeaux, évidemment, à la radio, mais en revanche, à la télévision, c'est faisable. Ces drapeaux, nous pouvons les voir. Donc, Marine va me dire si elle arrive à caler cette image, Marine. Voilà. Non, c'est pas celle-là du tout. C'est le guide. C'était dans le flash de Somaya Labidi. C'était pendant le flash donc de Somaya Labidi. On voyait le fils donc de Khamenei, d'Ali Khamenei, et vous avez repéré quelque chose qui fait sens. Voilà. C'est pas non plus celle-là. Pendant qu'elle la cherche, voilà. Je voulais vous poser une question. Voilà. C'est peut-être ces images qui vont défiler. Bon, manifestement, c'est pas ces images dont on parle. Je voulais poser une question pendant qu'elle la cherche. Voilà, c'est cette image-là. Alors, regardez bien. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette image ? Vous avez au milieu le drapeau iranien. Est-ce qu'on peut rester sur cette image, s'il vous plaît, parce que je vais le dire aussi pour Europe 1. Voilà, restons calés. Alors là, il y a 3 drapeaux et on le dit pour Europe 1. À gauche, le drapeau jaune du Hezbollah. Oui. À droite, le drapeau du cèdre libanais, et au milieu, le drapeau iranien. Et donc, on voit la colonie libanaise, si vous voulez, l'Iran, puis sa colonie qui s'appelle le Liban, et Sous le drapeau du Hezbollah, vous avez un ancien haut responsable du Hezbollah qui a été tué récemment au Liban par Israël. Voilà. La personne qu'on voit là, vous la connaissez, vous l'avez repérée. Le barbu courte. Oui. Bon, écoutez, là, c'est la réalité du Liban. Voilà, c'est la réalité. C'était bien d'avoir cette image. Merci à Marine. Ces ayatollahs qui sont richissimes, ils ont des fortunes absolument partout dans le monde, des hôtels par là, des ceci par là. Le fils Khamenei qui vient d'être élu, apparemment, il est richissime. Pourquoi l'Union européenne, déjà pour commencer, ne gèle-t-elle pas leurs avoirs ? Excellente question. Pourquoi est-ce que l'Union européenne a attendu janvier de cette année pour considérer que ces gens-là sont une organisation terroriste, par du Hezbollah, alors qu'ils ont tué des soldats français il y a plus de 42 ans. Mais vous répondez pas à la question. La question est, vous dites excellente question, mais vous répondez pas. Pourquoi ? Parce que c'est la lâcheté du système. Quand vous avez aujourd'hui un président de la République qui demande la fin des combats au Liban, alors qu'il sait très bien vous vous souvenez qu'il y a quelques années, il est allé au Liban à 2 reprises en les traitant tous de nuls et de corrompus, en leur disant « je vais vous apprendre comment on fait une démocratie au Liban ». Il est revenu, il a dit « je suis très déçu ». Vous savez pas faire la démocratie, mais il sait parfaitement ce qui se passe. C'est-à-dire que l'Iran tenait le Liban directement ou indirectement via la Syrie, le Hezbollah. C'est ça qui se passe depuis des années. Richard Millet. Vous parlez, regardez la bande, Israël bombarde le bastion du Hezbollah en ce moment. Voilà une bonne réponse à M. Barrot.
Je voulais vous montrer les moyens militaires dont dispose peut-être l'Iran avec Godéric Bey. La capacité militaire de l'Iran s'essouffle de jour en jour. Selon le chef d'état-major américain, par rapport au premier jour du conflit, les tirs de missiles balistiques iraniens ont baissé de 86% et les attaques de drones de 73%. Signe d'un arsenal en diminution et le résultat de la stratégie américaine et israélienne. Ce sur quoi les Américains et les Israéliens ont tablé ces derniers jours, c'est vraiment de taper sur tous les lanceurs de missiles. L'Iran produit énormément de missiles et il y a également des usines de fabrication cachées, secrètes, confidentielles, et dont on ne connaît pas l'existence, enfin on ne sait pas où exactement elles sont. Et donc pour les casser, les détruire, il faut un peu plus de temps. L'armée iranienne serait la 16e au monde selon l'organisation Global Firepower. Composée de près d'1 million de soldats, plus de 550 avions, une centaine de bateaux et 25 sous-marins datant en partie de l'ère soviétique. On peut estimer quand même que la maîtrise des airs est en quasi-totalité entre les mains des Américains et des Israéliens. La marine de guerre iranienne n'a jamais été très performante. On pense que là-dessus, justement, en termes de maîtrise des mers, l'Iran la perdra assez rapidement. Malgré des technologies militaires vieillissantes par rapport aux États-Unis et Israël, le risque nucléaire est présent puisque l'Iran abriterait plus de 400 kilos d'uranium enrichi. C'est très difficile, évidemment, d'avoir des éléments sur cette armée iranienne. Combien de temps elle peut tenir? Est-ce qu'elle peut tenir 6 mois? C'était en réponse à la déclaration, d'ailleurs, de Donald Trump, selon laquelle le nouveau guide devait obtenir son aval. Le ministre iranien des Affaires étrangères avait affirmé que la décision d'élire ce futur dirigeant revenait exclusivement au peuple iranien. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Mais est-ce que l'Iran peut tenir 6 mois? Bon, personne ne sait vraiment. Ils ont un stock de missiles considérable. Le jeu consiste à casser les lanceurs. Oui, c'est ça. Les missiles sont cachés dans des tunnels, ils sortent. Et après, ça dépend du type de missile. Si c'est un missile à combustion avec un remplissage liquide, ça peut prendre jusqu'à 2 à 4 heures. Et si c'est un combustible solide, c'est une question de minutes. Donc c'est une course contre les drones et les avions israéliens qui sont au-dessus. Et dès que le lanceur est repéré, il est détruit. J'ai appris le prix d'un missile. C'est que c'est rien. Comment? C'est rien. C'est rien? Ouais. Les prix des missiles sont chers par rapport aux drones. Il y a un déséquilibre. Ce qui est très cher, ce sont les antimissiles, les intercepteurs. Oui, je vais vous donner les prix, si vous voulez, je les ai avec moi. Ah bon? Un missile... Chez Kiloutou. Non, mais je blague. Le drone Shahed, le drone Shahed que les Iraniens ont exporté en Russie et qui tombe tous les soirs en Ukraine, ce truc-là coûte 30 000 euros. C'est rien. Et il est fabriqué à la chaîne, dans des usines souterraines en Iran. Ça, c'est un drone qui peut être très efficace quand il n'y a pas de couverture antiaérienne. C'est ce qui nous est tombé sur la tête dans les Émirats. Et puis, vous avez les missiles balistiques, avec 2 types de missiles. Les missiles à courte portée ne sont pas très chers et assez faciles à lancer. Et puis les missiles balistiques qui sont très sophistiqués, que les Iraniens ont développé des trucs qui vont jusqu'à 2400 km, avec des têtes manœuvrables. Mais ils peuvent les fabriquer maintenant? Ils les fabriquent. Oui, maintenant, ils peuvent continuer à produire. Ça coûte plus cher de les détruire que de les fabriquer. Alors, l'île de Karg, ça m'intéresse. L'île de Karg, parce qu'évidemment, ce que disait tout à l'heure à juste titre Elisabeth, si le prix explose du pétrole, on peut avoir un rapport sur ce qui se passe en Iran différent de ce qu'on avait ces derniers jours. Les États-Unis envisageraient une opération militaire sur l'île de Karg, qui est un point stratégique pour le pétrole. L'île de Karg est une petite île située à quelques kilomètres des côtes iraniennes. Et 90% de l'exportation du pétrole de l'Iran y transite. Yes. Donc je voulais qu'on voit le sujet une nouvelle fois de Godéric Bey. C'est une petite île située à une vingtaine de kilomètres de la côte iranienne. D'à peine 25 km², c'est ici que se trouve le principal terminal d'exportation de pétrole iranien. Selon un rapport déclassifié de la CIA, environ 90% du pétrole exporté par l'Iran y transite. L'économie iranienne est relativement subclaquante, il n'y a plus grand-chose, que l'essentiel des ressources extérieures, c'est la vente du pétrole. L'Iran produit un peu plus de 3 millions de barils par jour, pour l'essentiel à 80 ou 90% vers la Chine. Ainsi, l'occupation américaine de l'île mettrait à mal l'économie de la République islamiste. Mais d'après Philippe Chalmin, cela n'aurait pas d'impact majeur sur le prix du baril de pétrole. Une intervention américaine sur Karg aurait une dimension symbolique importante, n'aurait pas d'importance majeure pour le marché mondial du pétrole,
parce que ce qui est important, c'est la fermeture du détroit d'Ormuz. De toute façon, le pétrole iranien, il est important pour l'Iran, il est devenu quasiment secondaire pour le reste du monde. Les pays qui se fournissent en pétrole iranien, comme la Chine, pourraient alors se tourner davantage vers le pétrole russe. 96 000. Bon, faut-il d'ailleurs contrôler l'essence? C'est une question qui vient après cela. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On est à l'antenne, monsieur Lelouch. Il y aura en train de parler tous les deux. 500 contrôles dans les stations-service, c'est ce qu'a annoncé Sébastien Lecornu, mais il y a une chose en fait qu'il faut dire, c'est qu'ils n'ont pas la main sur le prix de l'essence. Le prix de l'essence, il est fixé librement par les distributeurs. Donc en fait, la technique, ça va être le name and shame. Ça veut dire qu'on va pointer du doigt les distributeurs. Pardonnez-moi, mais le prix est libre. Si tu veux vendre le prix... C'est la communication politique, mais ça, dans les faits, ça n'aura pas tellement d'impact. Là, en revanche, ce qui va avoir de l'impact peut-être, c'est que le président de la République vient d'annoncer qu'on allait peut-être puiser dans les réserves stratégiques pour essayer de faire baisser le prix. Il a dit ça quand? Là, ce matin, c'est ce qui a été filtré. Non, mais le prix est libre. Non, mais vous êtes sûr de ça? Je suis sûr, bien sûr. Ah non, mais ça, c'est terrible. Parce que si vous dites, si le président vraiment a dit qu'on va puiser dans les réserves stratégiques, je peux vous dire qu'il y a la queue. Là, il y a la queue. Franchement, là, il y a la queue tout de suite devant toutes les stations d'essence. Pas de pénurie. Voilà, tu le fais, mais je suis pas sûr qu'il faille le dire. Pourquoi le dire? Pour essayer de dire que le prix ne va pas augmenter, mais je pense qu'en vous, c'est contre-productif. Mais en revanche, est-ce que le gouvernement a les moyens de faire un prix fixe? Alors, la seule chose qui est à la main du gouvernement, ce sont les taxes. Bien sûr. Dans le prix du litre. On peut pas dire prix fixe? Non. On peut pas Vous êtes sûr de ça? Alors, on peut faire un blocage des prix. Ça a existé, le blocage des prix. Si vous baissez les taxes. Qui va baisser sa marge? Parce que non, mais il y a quelqu'un qui va faire. Sans parler, je vous signale que avant, c'est Raymond Barre ou sous Giscard, les gens ne s'en souviennent pas. Les prix étaient bloqués en France. Et sous Mitterrand, il y en a eu aussi. Non, Mitterrand, je ne sais pas. Mais les prix étaient bloqués en France. C'est ça qui est... Je crois que c'est Raymond Barre. Je ne sais même pas si c'est Chirac. Il y a des partis comme le RN qui demandent à l'État de baisser les taxes de 20% aujourd'hui à 5%, la TVA sur le prix du litre d'essence. Et l'État s'y refuse pour l'instant totalement. C'est ça qui pourrait... Et on peut, je répète, on peut dire en France, interdit de vendre l'essence au-delà. Il me semble que c'est une disposition... Vous ne pouvez pas bloquer le prix du baril. Si vous faites ça, les acheteurs, les distributeurs, ils vont acheter le pétrole plus cher et ils vont le vendre à un prix qui sera donc bloqué, si on suit votre raisonnement. Il y a un manque à gagner de leur part que vous allez devoir combler. Donc l'un dans l'autre, vous allez devoir remettre... Bon, vous êtes subventionné, en fait, le prix de l'essence. Le G7 va discuter du recours aux réserves stratégiques. Les ministres des Finances du G7 devraient discuter du recours aux réserves stratégiques de pétrole lors d'une réunion en visioconférence, a indiqué lundi une source au sein de l'exécutif français. Le recours aux réserves stratégiques est une option envisagée. Donc c'est pas Emmanuel Macron qui l'a dit. Non, mais c'est performatif. Voilà. C'est pas la peine que la réunion ait lieu. L'information sort, ça va être la ruée. C'est performatif. Oui, oui. Vous aviez dit Emmanuel Macron. Bon. Ça montre que, vous voyez, ça montre que la stratégie iranienne n'est pas bête. Ils jouent bien leur carte. Bien sûr. Bon, les taxes, je vous signale que les taxes, c'est important de le dire, les taxes augmentent avec le prix. Bien sûr. Vous avez compris? 80% du prix, c'est les taxes. Voilà, donc les taxes augmentent avec le prix. L'État gagne de l'argent. C'est ce que je voulais vous dire. 80% d'un litre d'essence, c'est les taxes. Bien sûr. Alors on pourrait bloquer les taxes. Thomaïl est là. Thomaïl, c'est lundi. Oui, absolument. Bonjour Pascal. Comment ça va, ami? Très bien, amigo. Est-ce que vous avez fait ce week-end un théâtre, une scène musicale, un cinéma? Je suis allé à